l'invité café. C'est un véritable concours de saut d'obstacles auquel est confronté aujourd'hui le pays. Le coût de la vie et ses répercussions, la convalescence de la CPS, autre réforme qui pointe son nez, celle des aéroports, nous allons le voir. Il y a aussi le remboursement des prêts garantis par l'État. Ajoutez à cela la grogne qui monte au sein du parti de la majorité, le tout à quelques mois des territoriales, autant dire demain. Alors heureusement, il existe des raisons d'y croire, des raisons d'espérer. Le tourisme est bien reparti, les derniers chiffres de l'emploi sont encourageants. Et il n'y a pas d'appel à manifester, même si patrons comme syndicats réclament aujourd'hui plus de visibilité, de gros chantiers notamment. Alors qui de mieux placé que le président du pays pour répondre à toutes ces questions, à tous ces sujets? Eh bien, le président du pays, Édouard Fritch, est avec nous ce matin. Bonjour Édouard Fritch. Bonjour Ibrahim, bonjour à nos auditeurs de Polynésie Première. Alors avant d'aller plus loin, il y a une question comme ça assez évacuée que beaucoup, y compris dans votre camp, se posent certainement. Serez-vous candidat à votre propre succession lors des prochaines élections territoriales? Oui, j'ai tenu des séminaires avec les élus de l'Assemblée de Polynésie française, ainsi qu'avec nos militants de nos fédérations. Effectivement, il se dégage que je serai le candidat du Tapurahu Iratira qui mènerait la liste aux prochaines territoriales 2023. Et je veux effectivement montrer que le Tapurahu Iratira reste le plus fort parti de ce pays, parti autonomiste. Et nous irons à la bataille en défendant notre statut d'autonomie au sein de la République. Alors, vous partirez unis? Je l'espère en tous les cas, et j'essaie de rassembler tout le monde autour de cette idée de l'autonomie, autour de cette idée d'hommes et de femmes convaincus que ce pays qui a pu se relever de la crise de 2008-2010 et qui se relèvera de la crise de 2020-2021 avec la Covid pourra effectivement, avec le partenariat de l'État, devenir un pays où il fera bon vivre dans les années à venir. Alors, il n'y a pas encore de dissension ou de scission au sein du parti, donc le Tapura, mais tout de même, certaines voix se sont fait entendre, je pense au maire de Punaouia, au sénateur Tevaro Fritch, pour réclamer une réaction après la cuisante défaite des législatives. Vous les avez entendus, vous les avez reçus? Oui, je les ai reçus, je les ai entendus, pour certains en petite réunion de groupe, d'autres au sein de différents séminaires. Oui, bien sûr qu'on a envie de taper fort sur la table après cette victoire, je dirais entre guillemets, inexpliquée du Tapurahu Iratira, puisque effectivement nous étions en tête dès les premiers tours des législatives pour se retrouver battus sur les 3 circonscriptions. Mais j'ai demandé que l'on regarde, et je crois que il faut prendre le temps d'analyser pour ensuite reconnaître nos points faibles, reconnaître nos défauts, reconnaître ce qui a fait qu'il y a eu une rupture de confiance entre les électeurs et le Tapurahu Iratira, chose que nous avons fait tous ensemble. Et en fin de compte, je tire une leçon, effectivement, qui est une leçon d'humilité, car beaucoup de choses ont été faites envers et malgré l'acceptation d'une grande partie de la population. Je pense à toutes ces péripéties de pendant Covid et d'après Covid. Il faut prendre des décisions ad hoc, et puis surtout il faut rester humble, rester serein et partir à la bataille avec les éléments positifs que nous avons. Je crois qu'il faut positiver les choses. Il y a eu des problèmes, c'est sûr, et je les reconnais, je les publiquement reconnu. Aujourd'hui, il faut se remettre au travail parce que le pays a besoin d'hommes et de femmes qui travaillent pour l'intérêt général du pays. À vous entendre parler ce matin, Édouard Fritch, on a l'impression que vous n'avez toujours pas compris ce qui s'est passé. Si, j'ai compris, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. J'ai compris que certaines erreurs ont été faites. Alors, bien sûr que en d'autres temps, j'aurais pu effectivement couper des têtes
hein, j'aurais pu sanctionner sévèrement. Je l'ai fait, mais peut-être pas suffisamment, et c'est en tous les cas ce que l'on me le reproche. Mais vous savez, après cet échec, les premiers qui ont été visés et qui ont été supposés être les seuls responsables, ce sont les membres du gouvernement. Bien sûr que la question, et pour moi, était de me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je renouvelle mon gouvernement, je repars avec une nouvelle équipe, nous avons 6 mois devant nous pour travailler. Aurais-je le temps à ce moment-là de mettre en place des hommes et des femmes qui vont être efficaces au bout de 3-4 mois? Car mettre en place une équipe nouvelle, ce n'est pas une tâche facile. Il faut reprendre les dossiers, alors que nous sommes lancés depuis 2 ans dans un plan de relance qui est en train de produire ses fruits. Et nous sommes lancés depuis un certain nombre de grands chantiers qui sont en train de voir le jour. Je ne peux pas interrompre cette machine. Et je me dis qu'en fin de compte, il suffit de changer de méthode, il suffit de changer de comportement, mais il faut surtout continuer à travailler pour répondre aux besoins et des communes et aux besoins de nos populations. Voilà, c'est le chemin que j'ai choisi. C'est celle, je pense, qui va nous mener à la victoire. Donc vous excluez complètement, par exemple, un nouveau remaniement ministériel? Non, je ne peux pas. Il faut être raisonnable. Je ne peux pas aujourd'hui bouger le gouvernement, car ce n'est pas évident de tout reprendre à zéro. Alors, Édouard Fritch, vous revenez d'un déplacement à Paris en compagnie notamment de votre ministre de l'économie et des finances, Yvonique Raffin. L'objet essentiel de ce voyage, c'était quoi? Demander une aide financière à Paris? Le but essentiel, d'abord, c'est de voir quel est l'état de confiance qu'il y a encore entre le gouvernement central et nous-mêmes. Après les législatives. Après les législatives, après cet échec aux législatives, je voulais savoir si nous pouvions continuer à travailler avec le gouvernement central. Et alors? La réponse est positive, bien sûr. La réponse est positive parce que je crois que sur le plan du travail qui a été réalisé, nous sommes un des pays qui s'en est mieux sorti du Covid, de la crise du Covid. Il ne faut pas oublier cela. Nous sommes un des pays qui avons réagi très tôt à la flambée des prix, à ce phénomène d'inflation que nous connaissons sur le plan international. Enfin, nous avons fait du bon boulot. Et donc, à Paris, ils sont reconnaissants du travail qui a été fait par cette majorité. Et aujourd'hui, je puis vous dire qu'ils sont prêts à continuer à nous accompagner dans les différents secteurs. Le partenariat État-pays continuera. Ça a été ma première question, car nous allons arriver à la fin des conventions qui lient le pays à l'État sur les financements des infrastructures, sur le 3e instrument financier, sur le contrat de développement et de transformation, etc., etc. Nous avons obtenu effectivement des assurances que ces conventions continueront jusqu'à la fin de l'ensemble de ces conventions. Mais je suis allé aussi pour avoir des assurances sur la solidarité nationale, puisque, comme vous le savez, ça a été très mal apprécié, mais effectivement, nous avons dû créer une taxe nouvelle à la veille d'élections. C'est une décision difficile à prendre, mais je l'ai prise parce que si cette taxe n'eût pas existé, je pense que là, au mois de septembre, octobre, nous n'aurions pas continué à payer les allocations familiales de nos enfants ou le Moniruo de nos anciens. Aujourd'hui, la CPS continue à payer ses prestations, continue à nous couvrir au niveau des frais de santé grâce à ces taxes. Grâce à cela. Mais force est de constater que ce ne sera pas suffisant. Et donc je suis allé à Paris à demander est-ce que l'État pourrait mettre en action une solidarité nationale. De quel ordre? Pour l'instant, j'ai proposé que l'État nous aide à hauteur de 5 milliards de francs pendant 3 ans. Ce qui serait suffisant, à mon sens, pour rétablir l'équilibre au sein de nos fonds sociaux et surtout finir le process de réforme de la protection sociale généralisée d'ici 3 ans. J'attends une réponse. Je n'ai pas eu de réponse négative, si vous voulez, mais j'attends effectivement que le Conseil interministériel décide. J'en ai parlé au cabinet du Premier ministre, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer compte tenu de leur emploi du temps, mais tout le monde est informé jusqu'au cabinet du Président de la République. Paris ne vous a pas dit remboursez d'abord ce qu'on vous a prêté, on verra ensuite? Je ne fais pas partie de ceux qui, dès 2021,
ont demandé à ce que les prêts octroyés par le PGE, par les prêts garantis par l'État, soient transformés en subventions. Je ferai droit à mes obligations de rembourser ces prêts, mais par contre, effectivement, s'il faut encore demain emprunter pour renflouer autre chose, je ne pourrai plus le faire car nous arrivons à la limite des capacités du pays à emprunter. C'est-à-dire, alors aujourd'hui, pour être très clair, quelle est la santé financière du pays? La santé financière du pays est bonne. Comme vous l'avez dit déjà, l'économie reprend, les touristes sont revenus, l'activité est présente. Donc, au niveau de la santé financière du pays, les taxes rentrent, la TVA rentre, les impôts sont payés. Nous sommes dans une situation ascendante, positive, j'ai envie de dire. Nous le verrons très bientôt et vous aurez sûrement le temps, encore une fois, de m'interroger là-dessus. Mais nous allons préparer le budget 2023, le budget de l'année prochaine, qui sera construit à partir de ce que nous aurons, l'atterrissage prévu pour 2022. Et vous verrez que les résultats ne sont pas si mauvais que ça. Les Polynésiens consomment, les Polynésiens repartent à la croissance parce qu'ils bougent, ils travaillent, ils investissent, ce qui fait que le pays ne peut que mieux aller. Je reviens donc sur votre déplacement, vous qui avez approché plusieurs membres du gouvernement Macron. Comment Paris a accueilli la victoire des 3 députés indépendantistes? Avec inquiétude, bien sûr, puisque une des premières déclarations qu'ils ont entendues venant des députés polynésiens, parce que c'est avant tout des députés polynésiens, et la demande du retrait de la République de la Polynésie française. Bien sûr, il y a de quoi se poser de vraies questions. Et ça nous interpelle, non seulement Paris, mais nous-mêmes ici en Polynésie française. Et c'est la raison pour laquelle je les ai rassurés sur ce point-là. Je vais me battre jusqu'au bout pour que ce pays reste autonome et que la dérive vers l'indépendance ne se fasse pas ici en Polynésie française. Et c'est la raison pour laquelle je continue à appeler mes amis, ceux qui, effectivement, aujourd'hui, ils étaient un petit peu de revenir à la maison. Nous allons nous battre ensemble et nous mènerons l'autonomie à la victoire. Paris est prêt à travailler avec les députés? Je crois, j'ai pas ressenti de sentiment de repousser les députés polynésiens à Paris. Mais ce qui est certain, c'est que dès lors où on parle d'autonomie, dès lors où on parle de relations pays-État communes ou pays-État uniquement, c'est pas sur les députés indépendantistes qu'ils comptent. Alors à Paris, vous avez rencontré également le tout nouveau haut-commissaire de la République en Polynésie, Eric Spitz. Il s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Il s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur. C'est un homme de dialogue, en tous les cas. Nous l'avions déjà connu en tant que secrétaire général comme homme ouvert au dialogue. Mais mieux, je crois qu'effectivement, la dernière semaine, à Paris, et je crois que dans les jours à venir, il rencontrera bien sûr nos ministres des Outre-mer, je veux parler de Jean-François Carenco et du ministre Gérald Darmanin, puisque avec ces 2 ministres, nous avons convenu d'établir une feuille de route pour la Polynésie française sur les 2-3 années à venir, afin effectivement de programmer les actions qui seront menées pour le pays en partenariat entre l'État et le pays. Donc je pense que oui, je l'ai rencontré à Paris, il n'a pas changé, c'est quelqu'un qui a un peu plus de maturité maintenant, puisqu'il est encore préfet dans les Pyrénées, hein, il est basé à Pau. Je pense que nous pourrons effectivement travailler ensemble, comme on l'a fait avec l'ancien haut-commissaire. D'accord, on y verra plus clair donc après, il vient le 23 septembre. C'est ça, il arrive le 23. Alors, vous avez certainement entendu la sénatrice Lana Tetonui qui souhaite supprimer la prime d'éloignement aux fonctionnaires d'État affectés ici en Polynésie. Alors, le 8 août dernier, elle a déposé une proposition de loi allant dans ce sens. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Vous connaissez Lana Tetonui. C'est une personne qui est à l'écoute. Effectivement, elle s'est beaucoup inquiétée, rappelez-vous, de ses déclarations lorsqu'on a parlé de l'arrivée de 7 agents de la police nationale ici en Polynésie. Rappelez-vous de cette mutation d'une personne de Paris au niveau du tribunal. Les syndicats, effectivement, se sont manifestés, on les a entendus haut et fort. Et bien sûr que l'ANA a voulu riposter et effectivement trouver des moyens afin d'éviter que les avantages
dont bénéficient ces fonctionnaires d'État qui viennent ici en mission puissent être soit enlevés, soit amoindris. Donc elle a fait un premier pas. Je rencontrerai vraisemblablement dans les heures à venir les syndicats à ce sujet-là. Et maintenant, il faudrait que les syndicats nous disent, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire non, 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 et à côté continuer à dire non lorsqu'on prend des mesures. Bon, c'est peut-être pas la bonne mesure, parce que j'estime, en tous les cas pour ces histoires de fonctionnaires d'État qui viennent chez nous, j'estime que nos efforts doivent être multipliés par 10 pour que des Polynésiens arrivent à ce niveau de compétence et que l'État n'ait plus à chercher de fonctionnaires métropolitains pour venir ici en Polynésie française servir l'État, mais qu'ils puissent se servir de Polynésiens qui ont à ce moment-là les compétences requises. Alors vous avez peut-être entendu également les syndicats locaux n'ayant pas été consultés dans l'élaboration de ce texte, ils sont donc fermement opposés. Ils demandent au contraire que le principe d'une indemnité d'éloignement soit appliqué aussi aux fonctionnaires originaires de Polynésie qui partent travailler dans l'autre sens, donc dans l'Hexagone. Bien sûr qu'il faut penser à nos fonctionnaires, bien sûr, parce que vous savez, on parle beaucoup de fonctionnaires d'État détachés ici en Polynésie française, dans notre administration territoriale. Mais je veux préciser ici qu'ils sont de moins en moins nombreux. Il y a des FEDA, ces fonctionnaires détachés ici, sont de l'ordre de 0,05% de nombre de fonctionnaires actifs au niveau du pays. Ce sont des fonctionnaires qui ont complètement disparu. Lorsqu'on regarde l'enseignement primaire, ce sont des fonctionnaires d'État, puisqu'ils sont payés par l'État. Je crois que nous avons plus de 99% des enseignants dans le privé qui sont des enseignants polynésiens. Nous occupons la place parce qu'aujourd'hui, nous sommes des gens capables et compétents pour l'exercer. Donc, mais par contre, dans les mois à venir, dans les années à venir, il faudrait effectivement envisager que ces fonctionnaires puissent aller en métropole, ne serait-ce que pour se remettre à jour sur le plan technique ou sur le plan administratif de l'évolution des problèmes administratifs qui vont se présenter à nous. Il ne faut pas que nos fonctionnaires restent chez nous. Il faut donc penser au cas de ces fonctionnaires qui partent en métropole et qui doivent bénéficier, et qui peuvent bénéficier à ce moment-là, qui pourraient bénéficier d'indemnités dans ce sens. Donc, moi je considère que l'affaire Lana Tetuani qui vient d'être créée, effectivement, elle a voulu tirer sur une sonnette d'alarme. Je pense que c'est aussi une porte ouverte à des discussions que l'on pourrait avoir avec les syndicats, voire même avec l'État, puisque les besoins de l'État sont des besoins très spécifiques qui ne nous regardent pas d'abord, mais spécifiques en tous les cas. D'accord, vous ne défendez pas complètement, en tous les cas, ce projet de loi. Vous savez, Lana Tetuani est une femme qui est vraie. Elle est polynésienne, elle réagit, elle a entendu ces cris qui ont fait mal au cœur, et voilà. Donc, je pense que cette proposition, c'est une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi. Donc il faut se battre, continuer à se battre, si l'on veut qu'elle soit examinée par le Parlement. Mais d'ici là, il faut effectivement mesurer l'impact, je pense qu'elle n'a pas eu le temps de le faire encore, mesurer l'impact d'une telle loi sur le monde administratif polynésien et métropolitain. Très très vite, Edouard Fritsch. Alors vous avez également parlé du sort des aéroports donc polynésiens, de l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Où c'est qu'on en est dans la concession? C'est un sujet qui nous préoccupe, puisque vous savez, je crois qu'aujourd'hui, notre aéroport est saturé. Le vendredi soir, ça va, mais le samedi soir, au départ, les clients sont assis par terre. À l'arrivée, on fait la queue pour les procédures administratives. Donc, il nous faut, d'une façon urgente, reconstruire cet aéroport et adapter notre aéroport. L'État a lancé un appel d'offres depuis pratiquement 2-3 ans maintenant qui n'aboutit pas. Donc j'ai vu le ministère des Transports à Paris qui me promet que dans les 15 jours, 3 semaines à venir, une décision sera prise quant à ce que nous voulons, c'est que les travaux commencent. Ce que nous voulons, c'est que l'État effectivement se presse de retenir un candidat qui soit l'associé du pays dans la gestion de l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Chose qui va se faire, je l'espère en tous les cas, maintenant très rapidement. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On aura relevé qu'il n'y aura pas de remaniement ministériel donc d'ici les prochaines territoriales, que vous êtes candidat donc à votre propre succession, et puis que l'aide de l'État, 5 milliards donc sur 3 ans, eh bien vous attendez toujours la réponse de Paris. Merci beaucoup. Merci à toi, Ibrahim.